Moi, dans mon cas, je veux vraiment créer de l'émerveillement auprès de l'audience pour que à chaque fois qu'elle se dise waouh, je savais pas que telle espèce était capable de faire ça, elle ne l'oublie plus jamais. Les sujets dont je parle sont parfois beaucoup plus intéressants que moi-même. Et quand les gens ont oublié même que c'est moi qui leur avais raconté et se mettent à me raconter une anecdote, c'est que j'ai un peu réussi mon pari. L'émerveillement, c'est vraiment l'émotion que je préfère faire ressentir aux autres. Bonjour Aïna Kéros. Hello! Hello, Salut! je suis ravie de te recevoir. Moi aussi, ravie que tu me reçoives. Tu viens bouger ta flamme aujourd'hui avec moi. Tu es biologiste de formation, tu es exploratrice de passion. Exactement. Tes spécialités, c'est le biomimétisme, la biodiversité et l'écologie. Exactement. Tu as travaillé donc pendant 10 ans dans des laboratoires et dans des départements de recherche et d'innovation, donc dans des grands groupes et dans des PME. Et il y a un an, on allumera la bougie tout à l'heure, donc tu t'es lancée. Exactement. La société, je l'ai appelée comme ça parce que c'était mon surnom depuis des années déjà en coulisses, à mon grand désarroi parce que j'aurais préféré un truc un peu plus stylé, tu vois? Tomb Raider, Indiana Jones. D'accord, donc Aïna l'exploratrice. Ouais. On est proche de Dora. C'était complètement Dora parce que je suis petite, j'adore les singes, j'ai toujours mon sac à dos sur les épaules et juste la coupe au carré, je pense qu'il me manquait, mais pour tout le monde, c'était clair comme de l'eau de roche. J'étais pas du tout Tomb Raider, Angelina Jolie, j'étais Dora l'exploratrice, quoi. Ta passion, donc, c'est d'immerger le public dans les histoires fascinantes du vivant. Parce que Aïna fait de la vulgarisation scientifique, on va en reparler. Tu veux que le monde comprenne que les plantes, les bactéries, les animaux sont pleins de bonnes idées, de leçons et de solutions pour nous inspirer à rendre notre environnement meilleur et plus propre. Ouais, écoute, c'est bien résumé. C'est s'inspirer du vivant, les formes de vie les plus évidentes pour nous d'une forme d'intelligence, comme celle où on ne leur apprêterait pas une ingéniosité, comme le monde de l'invisible, les plantes. On a tendance à se dire, c'est un peu un monde un peu idiot, alors qu'en fait, c'est bourré de formes d'intelligence. Je vais dire ça entre guillemets. Tu parles de l'invisible, donc de l'infiniment petit, hein, et donc la grandeur du minuscule, notamment dans ton TEDx, mais aujourd'hui tu fais des conférences. Tu écris des livres, tu as aussi un podcast qui s'appelle BioInspi. Tout à fait. Voilà, et tu aides les entreprises donc à créer donc des produits qui respectent le plus possible l'environnement. Ouais, tout à fait. Voilà. En fait, c'est le principal de mon activité, c'est dans la prise de parole et de rendre le vivant et la biodiversité aussi passionnant et captivant qu'une bonne série Netflix ou un film, un livre qu'on adore. C'est vraiment ma mission, c'est de raconter la biodiversité et ça peut se faire au travers de conférences, podcasts, livres. Et pour les entreprises, c'est aussi les aider à libérer la parole et à s'autoriser aussi à raconter le vivant et leurs sujets de manière moins, je dirais corporate ou consensuelle. Quel a été le plus grand défi que tu aies eu à relever pour oser prendre la parole? Le plus grand défi, je pense que j'ai eu à dépasser quand j'ai commencé à parler de science, c'est quitter un peu la blouse de la scientifique. Oser raconter une histoire comme je raconte une histoire pour enfants, en n'ayant pas l'impression que ça dévaluait mon background scientifique. Au début, j'avais vraiment mes premières prises de parole très envie de paraître intelligente ou d'avoir l'air d'être exhaustive, de ne rien oublier. Là où maintenant, je prends plus de plaisir à accepter que je vais tronçonner l'info et perdre peut-être 90% de ce que je pourrais dire sur un sujet, mais qu'au moins les 10% qui restent, ils vont passer, ils vont être accessibles à l'audience et tout le monde va se sentir embarqué dans ce récit sans avoir l'impression qu'ils sont trop stupides pour le comprendre. Donc en gros, le défi, c'était d'accepter d'avoir l'air moi moins intelligente, mais que ceux qui m'écoutent se sentent eux capables de comprendre plus de choses. Ce que tu viens de dire, c'est qu'il y avait un complexe où il y avait une distance qui se créait entre ton audience et le message que tu voulais faire passer. Ce que je sentais, en fait, il y avait deux choses. J'étais un peu partagée entre les personnes qui ont formé mon cerveau de scientifique et ceux qui étaient susceptibles de m'écouter un jour, en tout cas ceux que j'avais envie de convaincre. Dans mon écosystème scientifique, quand j'ai vraiment commencé en recherche plus académique, il était plutôt de bon ton d'avoir l'air intelligent, smart, de prendre la parole avec des graphiques très complexes, d'être l'expert de l'expert de l'expert d'une thématique. Et quand je faisais des prises de parole ou des conférences trop simples, je me souviens que ça divisait même dans cet écosystème académique entre les personnes qui trouvaient ça trop simple et donc on se rendait pas compte de la complexité de mon travail et celles qui au contraire avaient apprécié que ça puisse être compris par des gens qui n'étaient pas spécialisés dans notre sujet. Et ça, donc c'était il y a une quinzaine d'années, j'ai senti que ça allait, entre guillemets, être à moi de faire un choix. Est-ce que je veux m'adresser au maximum de monde, quitte à ce que mes pairs scientifiques se disent oui, c'est un petit peu simplifié de manière extrême, ou est-ce que je préférais que tout le monde se dise waouh, ça a l'air fou et intelligent ce qu'elle fait, mais j'ai rien compris.
c'est un super parti pris. Quelque part, il y a aussi peut-être tu as réussi quand même d'une manière ou d'une autre à réconcilier en fait aussi 2 mondes. Quelque part, oui, parce que dans le podcast, pour citer Ouais. que cet exemple-là, le podcast, c'est une des premières fois où j'ai pris la parole, on va dire, d'une manière qui n'engageait que moi, puisque c'était un contenu que je créais. Mais quelque part, au début, je pensais m'adresser à des gens comme moi, qui s'intéressaient aux sciences, qui étaient déjà fans de la biodiversité et qui connaissaient beaucoup de choses à ce sujet-là. Et je me suis aperçue après quelques épisodes qu'en fait, plein de personnes qui, a priori, n'étaient pas ma cible, n'étaient pas des grands fans de bactéries, de blobs, de plantes, pouvaient se laisser embarquer parce que la forme et la manière de le raconter pouvaient leur donner l'impression qu'on leur raconte une histoire. Et ça, je l'ai découvert en le faisant. C'est-à-dire qu'avant de lancer le premier épisode de podcast, je pensais pas toucher un public large. Comment ta passion, elle a influencé ton parcours? Pour le coup, moi, je vais même te dire que des passions que je pensais n'avoir aucun rapport avec mon métier ont été a posteriori hyper utiles. J'ai 2 choses en tête. Quand j'étais petite, j'avais 2 obsessions, c'était le théâtre, je faisais énormément de théâtre et les singes. Puis l'enfance, on m'offrait des cadeaux, des VHS, des posters sur cet univers des primates. Et finalement, quand j'ai fait mes études de biologie, je me suis plutôt spécialisée vers les sciences végétales au début. Mais le fait de continuer à m'instruire sur les primates pour ma propre curiosité fait qu'un jour, je suis tombée dans une grande expo au Muséum d'histoire naturelle où à la fin de l'expo, tu avais une petite pancarte sur comment les chimpanzés se soignent avec des plantes. Moi, à l'époque, je suis dans un laboratoire qui travaille sur le végétal et ça m'a vraiment donné l'idée de revenir le lundi suivant en réunion pour dire on travaille sur les végétaux, mais on peut très bien imaginer la manière dont les animaux se soignent avec les plantes pour développer des nouveaux principes actifs. Donc en tout cas, ça a nourri ma curiosité et ça a même nourri des projets professionnels que j'ai ensuite pu amener en entreprise. Et j'ai pu amener en quelque sorte les singes dans mon quotidien de chercheuse sur les plantes. J'ai l'impression que c'est à ce moment-là où j'ai reconnecté avec la Aïna de 4 ans et demi, 5 ans, qui était complètement obsédée par les singes et qui avait quelque part décidé que ce serait pas son métier que de travailler au quotidien avec, et que c'était pour plein de raisons rationnelles que je l'ai fait. Mais le moment où j'ai pu rajouter des thématiques qui, moi, m'habitaient depuis toute petite, j'ai senti que je donnais une autre dimension à mes prises de parole, comme une forme de pouvoir exprimer une partie de moi qui, peut-être petite, je complexais pas d'être la fille un peu bizarre qui aimait les singes. C'était pas si mal accepté. En plus, par les adultes, on valorise plutôt, tu sais, les enfants qui aiment les dinosaures, les animaux. C'est pas forcément... Tu subis pas du rejet social, mais tu sens bien que tu as mis le curseur un peu fort dans ton emballement pour une thématique. Ou dans ta singularité aussi. Dans ta singularité. Ça faisait sourire mes amis, mais j'ai pas subi de moquerie, tu vois. Je peux pas dire que ça m'ait exclu. Ça faisait partie de moi, en fait. Quand on venait chez moi, on voyait bien que dans ma chambre, j'avais pas de poster des To Be Free ou des Spice Girls, mais un poster d'orang-outan. Ce que je veux dire par là, c'est qu'adulte, quand j'ai vu cette capacité à reconnecter vers une thématique qui m'avait à ce point-là obsédée jeune, j'étais dans mes prises de parole, j'avais presque le même enthousiasme et ça vibrait aussi fort que quand j'avais 5-6 ans. Et je pense que c'est finalement un âge auquel on s'autorise à être un peu geek et fanatique de sujets. Est-ce que tu peux nous partager un souvenir vraiment qui a eu un impact limitant sur ton expression? Tu veux dire un événement qui a fait que je me suis sentie freinée dans la manière de communiquer? Oui. J'ai le souvenir d'une de mes premières prises de parole quand j'étais au CNRS. On avait tous les lundis matins un petit moment où chaque équipe parlait de ce sur quoi elle avait avancé la semaine précédente. Et c'était à mon tour de parler. Et je me souviens avoir choisi un format qui était plutôt assez rigolo, assez facile et pas pompeux. Et là, à l'issue de cette réunion, j'avais vraiment eu 2 salles, 2 ambiances. Des gens qui avaient dit ça fait du bien un peu qu'on ait une prise de parole moins informelle, enfin moins formelle, donc plus informelle que d'habitude. Et à l'inverse, j'avais senti des personnes qui étaient plus à des responsabilités plus élevées se dire oui, mais si on parlait tous comme ça, notre laboratoire donnerait l'impression qu'on fait des choses trop faciles ou pas assez sérieuses. Et ça m'avait laissé, alors j'étais jeune, je devais avoir une vingtaine d'années, ça m'avait laissé perplexe sur l'idée de me dire donc finalement quelle est la bonne façon d'exprimer un sujet scientifique? Est-ce que c'est de garder cette posture très sérieuse ou c'est de se détendre de temps en temps pour que le message passe mieux? Et j'ai pas eu ma réponse à cette époque-là et finalement j'ai clairement choisi ma voie team vaut mieux que ce soit trop simple que trop pompeux, à part que j'utilise des mots comme zoopharmacognosie, mais c'est pas de ma faute, ce sont les mots qui sont employés par le consortium scientifique. Mais je suis naviguée dans le fait de pas tomber dans la caricature. J'ai même des souvenirs, tu sais, en master, en biologie, on nous demande de faire quasiment toutes les semaines une prise de parole avec des camarades. On avait une publication scientifique ou plusieurs et on devait les restituer à la classe. C'était une façon aussi que les élèves s'emparent des sujets. Et nous, avec mon binôme, on prenait toujours un parti pris un peu de mettre des photos de nous enfants pour représenter. Je vais te donner un sujet que j'ai en tête, mais il y avait tout un sujet qu'on devait faire sur les
plantes qui résistent au froid. Et on avait pris des photos de nous, enfants, dans la neige, au ski. Et on avait fait une analogie comme ça. Et tout l'exposé, qui devait durer une petite vingtaine de minutes, reposait sur le fait que nous, humains, on résistait au froid, que les plantes qu'on étudiait aussi. Et c'était plutôt fun dans mes souvenirs, cet exposé-là. Et les profs avaient plutôt bien accueilli ça. Donc ça m'a jamais exclu. Mais je voyais bien que quand les gens qui passaient après nous, eux avaient fait un truc très premier degré. Je vous fais le sommaire, partie 1, partie 2, partie 3. Et en fait, les deux coexistaient, on s'en sortait super bien, on avait des bonnes notes, les autres aussi. Donc les deux étaient possibles. Tu avais déjà commencé par raconter des histoires. Oui, Pour clairement. embarquer, tu avais compris que c'est par là que toi, tu te sentais à l'aise aussi de passer et que tu pouvais embarquer. En fait, ça m'amusait plus de le faire comme ça. Ça passait toujours parce qu'on gérait cet entre-deux entre on parlait de science 90% du temps, mais on se permettait des petites sorties de route dans le côté drôle. Je me suis toujours sentie sur ce fil-là. Et ça, la plupart du temps, en tout cas, je tombais pas dans le côté où je me décrédibilisais. Ouais, tu as vraiment apporté une autre dimension. Il y a des fois où je suis pas aussi libre de parler comme je veux, comme je veux, quand je veux et de la manière dont je l'ai choisi. Et dans ces moments-là, je sens que je suis quand même beaucoup moins connectée à ce que je suis en train d'expliquer. Et souvent, quand je me revois et je me regarde dans ces prises de parole-là, il y a quelque chose qui passe moins ou qui se connecte moins aux personnes qui écoutent parce que c'est pas vraiment moi, en fait. Ouais, c'est plus simple, limite, pour moi de construire un épisode de quoi que ce soit ou une conférence en m'autorisant ces parallèles qui sont parfois absurdes, quitte à épurer derrière. Des fois, là, t'as dit que ça a été ça. J'avais un conte qui était encore plus immersif, mais où peut-être on risquait de pas retenir les informations que je voulais faire passer quand même scientifiquement. Donc, c'est un parti pris. Aussi souvent, j'ai une auto-censure qui se fait, mais naturellement, où je vois quand est-ce que je perds le message au profit juste de la forme. Oui, mais tu le fais pas tout de suite, tu t'auto-censures pas tout. Non, Tu lâches d'abord les oui, infos complètement. et après, tu sélectionnes. Exactement. Et j'ai un peu des garde-fous. J'ai des gens de mon entourage à qui je soumets l'échantillon et je vois quand est-ce enfin, je sens le moment où ils me disent: «Écoute, là, moi, je te connais, je comprends ce que tu as voulu faire, mais en fait, tu risques de perdre ton audience». Et le moment où, au contraire, je me sens encouragée dans le: «Non, non, ça te ressemble». En fait, ceux qui rentrent dans ce «délire» entre guillemets, vont connecter et pas trouver ça absurde. Comment ce que tu as observé donc dans la nature, ça t'a aidé, toi, à surmonter tes propres défis ou ça t'aide effectivement dans toutes les dimensions que tu veux apporter? J'ai 2 exemples qui me viennent. Je trouve que le suricate pour la résolution du conflit est absolument fascinant parce qu'en fait, c'est un animal qui vit donc en groupe et qui a besoin de rester uni. Et quelque part, pourtant, au sein d'un groupe de suricates, tu as plein de besoins différents. Tu as une femelle qui est allaitante, tu as un mâle qui voudra plutôt manger du cobra et ils n'auront pas tous les mêmes besoins, mais ils ont un fonctionnement, si je dois un peu faire d'anthropomorphisme, ça veut dire projeter nos comportements humains. Ils ont un besoin d'avoir un leadership qui est partagé. Ça veut dire que ça peut pas être le même suricate qui est tout le temps écouté par le reste du groupe, sinon ça créerait des conflits et des tensions. Et le cas du suricate, c'est intéressant parce qu'ils doivent tous se mettre d'accord sur quelle direction emprunter, pour quelle source de nourriture, pour contenter tout le groupe. Et en laboratoire, on peut reproduire ça. Si on met des suricates face à des sources de nourriture différentes, chacun a une source différente, on voit que c'est pas toujours le même qui est suivi. Le premier qui est parti, le premier motivé, le reste du groupe le suit et toutes les autres pistes du groupe vont être explorées. Et quelque part, je trouve que dans ma manière d'être parfois à un groupe, à un référentiel, ça m'amuse de me dire que ce qui est intéressant, c'est pas toujours d'être celle qui est suivie et celle qu'on va absolument suivre dans ses idées et initiatives, mais que le fait que ça tourne, ça rend le groupe plus fort et que ça renforce l'idée que d'autres personnes ont des propositions intéressantes qu'on pourrait suivre. Donc, le suricate, c'est vraiment ce que je trouve être un modèle intéressant pour la résolution du conflit et la cohésion de groupe. Et un autre exemple que j'adore, moi, c'est les licaons. C'est des chiens sauvages africains. Ça ressemble à une sorte de hyène, mais ce ne sont pas des hyènes, ils ont des oreilles rondes. Et en fait, pareil, là, c'est une meute où il y a un couple à la tête de la meute. Vraiment, c'est eux qui prennent les décisions. Moi, j'adore les comparer au couple Balkany, vraiment de la savane africaine. Genre, c'est eux qui décident la plupart du temps de ce qu'il faut faire, normalement dans l'intérêt. C'est là que l'analogie s'arrête. Dans l'intérêt du groupe. Mais ils peuvent être contrebalancés en termes de pouvoir au sein du groupe. Il y a une forme de vote démocratique qui a été observée, c'est que si un des membres du groupe considère qu'il faut sortir de l'aire de repos, que ça fait trop longtemps qu'on est à l'arrêt, il suffit qu'il éternue, c'est une sorte d'éternuement. Et si le reste du groupe éternue très rapidement et le suit, s'il y a une majorité à le suivre, le groupe va se mettre en chemin pour une nouvelle aire de chasse. Donc c'est une façon, parfois aussi en entreprise, j'ai déjà entendu des modèles s'inspirer de ce type de contre-pouvoir pour inciter les salariés à pouvoir proposer par
par exemple, une alternative dans on va dire la roadmap décisive qui est en cours. Et si tout le monde considère dans l'équipe que c'est une bonne décision, potentiellement, le pouvoir en place peut flancher pour l'intérêt du collectif. Ok. Donc en fait, là, tu viens de me répondre en termes de collaboration, de coopération, en termes d'adaptabilité et de résilience, en termes, par exemple, d'utilisation efficiente des ressources, en termes d'innovation, de créativité, d'équilibre et d'harmonie. Est-ce que tu as d'autres exemples et qui pourraient aussi, dont toi, tu t'inspires aussi, peut-être même pour toi dans ta vie? En tout cas, je me sens mieux quand je me sens pas seule dans ma manière de traverser certaines crises. Typiquement, je trouve que la manière dont le vivant réagit au deuil, à la perte d'équilibre, au conflit dans le couple. Tu as des espèces qui sont monogames et il y a des formules qui semblent mieux fonctionner pour que le couple perdure et le duo fonctionne avec l'arrivée d'un enfant. Tout ça, quand je vois la manière dont le vivant naturellement a trouvé des mécanismes d'adaptation et de résilience face à une crise personnelle, déjà je me sens moins seule. Je me dis en fait c'est aussi compliqué pour peut-être des parents manchots d'élever un poussin à sa naissance que un cétacé quand il perd un enfant, on sait qu'il a une réaction qui est très forte. Alors on va peut-être pas parler de deuil et de tristesse parce qu'on n'est pas sûr que ce soit exactement les mêmes mécanismes, mais le fait de savoir que le vivant réagit à ces crises et qu'il le fait pas de manière complètement transparente et que c'est un sujet, ça me remet en connexion à quelque chose de plus grand que moi et de me dire que la nature quelque part traverse les mêmes crises que moi et a d'autres solutions et d'autres mécanismes de résilience que les miens. Rien que le fait de considérer qu'il y a plusieurs manières de réagir à une crise me rassure sur le fait que, en fait, nous-mêmes les humains, on a tous des chemins différents et qu'à la fin, il n'y en a pas un qui sera plus efficace que l'autre. C'est que c'est très dépendant de notre histoire avant et de notre façon de rebondir sur les moments plus difficiles. Et si je te parle d'équilibre et d'harmonie, donc toujours en observant le vivant, quelque part, tu m'as écrit, quand on a préparé un petit peu cette interview, tu m'as dit mes objectifs, ce serait de ralentir, de profiter. Est-ce qu'il y a justement des exemples Pourrait m'inspirer. vivants qui pourraient t'inspirer? Dans la lenteur, oui, il y a beaucoup d'espèces où en fait leur force principale c'est la lenteur. Je pense comme ça spontanément au lichen, qui est vraiment le résultat d'une symbiose entre, on va dire, des algues et des champignons. Et quelque part, c'est une espèce qui a été une des premières à coloniser cette planète parce qu'en fait, la vie était souvent dans l'eau et elle a progressivement pris sa place sur Terre. Et une des espèces qu'on appelle les espèces pionnières, c'est le lichen et il est toujours là aujourd'hui. C'est un des premiers à être venu. Il n'a pas aujourd'hui, entre la forme des lichens, il y a des milliards d'années, et celle d'aujourd'hui, elle n'a pas évolué. On ne peut pas considérer qu'il y ait des innovations incroyables qui se soient déroulées pour cette espèce. Il n'empêche qu'elle est toujours là. Et elle a gagné comme une forme de marathon avec toutes les extinctions que la planète a connues. Disons qu'elle a mis du temps à s'installer sur la planète et à la coloniser. Et elle est toujours là. Et je peux pas te dire si ce lichen est heureux et se sent savourer son quotidien. Mais en tout cas, il me donne cette espèce de sagesse d'être une forme de vie très ancienne qui a pris son temps pour trouver sa place et sa niche. Et maintenant qu'il l'a trouvée, s'épanouit, entre guillemets, puisqu'il est toujours là pour qu'on en parle. Je voudrais faire le lien avec ce dont on a parlé tout à l'heure. L'enfant, c'est l'imagination, la créativité, les émotions, la sensibilité. Quel enfant étais-tu? J'étais une enfant plutôt, oui, vraiment dans un imaginaire assez puissant. J'ai rationalisé ça il y a pas longtemps aussi. Quelqu'un m'a dit: «Mais en fait, toi, tu faisais déjà des podcasts petite». Parce qu'en fait, c'est vrai que mes parents m'avaient acheté, tu sais, les machines pour écouter, enfin, c'était comme un poste de radio, mais tu pouvais appuyer sur 2 boutons en même temps et tu pouvais t'enregistrer. Et je racontais des histoires, j'ai retrouvé ces enregistrements quelques années plus tard. Et à l'époque, je distingue les moments où je ne savais pas encore lire, mais je vois les livres que j'ouvrais et je racontais une histoire, mais c'était un peu décousu quand je tournais la page. Il y a tout un livre sur le carnaval, j'imagine, de Venise. Et en fait, quand je tourne une page, tu sens que mon cerveau bug un peu parce que je ne sais pas lire, donc je ne sais pas exactement de quoi parle le livre. Mais je parle, je décris ce qui se passe dans les images. Je faisais des musiques en plein milieu de il y en a une que mes amis ont retrouvée, ils se moquent de moi un peu, où il y a un animal où je devais pas savoir ce que c'était. Et je dis, on dirait une marmotte, mais ça n'est pas une marmotte. Et je fais toute une chanson comme ça, où je décris cet animal que avec mes yeux d'enfant, je ne sais pas dire avec certitude ce qu'il est. Et j'étais déjà très bavarde, très j'étais très extravertie en fait. J'aimais bien raconter mes histoires. Je faisais du théâtre. Et on m'a raconté un souvenir, ma grand-mère m'a raconté un souvenir où je m'étais inscrite trop tard dans un club de théâtre à l'école. Et j'avais été quand même intégrée à la pièce de théâtre finale de la fin de l'année, mais je m'étais retrouvée avec le plus petit rôle où j'avais une phrase à dire, c'était dans le Capitaine Fracas. J'étais une vieille dame du Capitaine Fracas et elle me décrit cette scène, ma grand-mère, elle me la décrivait comme tellement frustrée de ne pas avoir beaucoup de texte. Il paraît que j'étais celle qui pendant tout le long de la pièce de théâtre était à fond dans mon personnage avec un éventail et les autres parents avaient dit mais votre fille elle avait rien à dire de la pièce mais elle était à fond dans son truc parce que frustrée que rien ne se
se passe dans la parole. Il paraît que dans le corps, bon, j'ai pas de vidéo évidemment, mais tout le monde me l'a raconté comme un épisode où c'était ouais, c'était très incarné. Enfin, le théâtre, c'était vraiment quelque chose que j'adorais, raconter des histoires. Donc le regard de l'autre, qui était pas J'étais plus inhibée, ouais. Et ça, je crois, de la 4e, 3e, je commençais à avoir peut-être conscience du fait que c'était un peu bizarre et que tu vois, que je me sentais pas ridicule, mais je vois le moment où ça correspond à la période où j'ai un peu lâché. Je faisais moins de théâtre et je me suis un peu plus glissée dans les passions des jeunes de mon âge. OK, tu t'es un peu tu as mis les freins. J'ai mis les freins, je me suis pas réinscrite à ce cours de théâtre et j'ai reconnecté vraiment des années plus tard, il y a une dizaine d'années quand j'ai emménagé à Limoges pour le boulot et je m'entendais très bien avec mes collègues, mais j'avais envie de me faire un autre cercle de personnes et spontanément, je me suis réinscrite à un cours de théâtre et ça faisait peut-être 15 ans que j'en avais pas fait. Tu lui laisses quelle place en fait à cette petite fille-là dans tes conférences, dans tes écrits, enfin dans tes livres? Je lui laisse une assez grande place, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois que je la laisse s'exprimer et que je laisse un peu cet enfant prendre le dessus sur le micro, j'ai au moins le sentiment que les gens se connectent à qui je suis vraiment. Beaucoup plus que quand J'adore ce que tu dis. Beaucoup plus que quand je veux prendre. Ça m'arrive encore hein, de prendre ma petite blouse et de faire ma fille intéressante, intelligente et qui dit des choses quand même assez compliquées. J'ai encore toujours à naviguer entre les deux. Mais les moments où je laisse vraiment cette petite fille prendre la parole et s'amuser, c'est surtout ce mot-là. C'est que je m'amusais beaucoup. Et quand je me reconnecte à cet amusement, ça plaira certainement pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, c'est des personnes pour lesquelles on est faite pour s'entendre. Ça me touche ce que tu dis parce qu'en fait, finalement, l'incarnation, elle est là. C'est d'aller reconnecter avec cette part-là. Peut-être qu'il y a des personnes pour lesquelles la prise de parole est plus compliquée. Enfin, il y avait peut-être un rapport à la prise de parole qui pouvait être plus compliqué pour d'autres enfants. Et eux, ils auraient peut-être besoin de s'affranchir de cette parole un peu freinée. Moi, c'est tout l'inverse. J'ai jamais autant été libre de ce que je disais, de ce que je faisais, de comment je me déguisais, de comment je racontais les histoires que toute petite. Donc, me reconnecter à ça, c'est me reconnecter à vraiment du kiff, quoi, de l'amusement. Je m'amusais beaucoup. Merci. Ça va dans le sens de ce que j'accompagne aussi, c'est reconnecter avec ce qui nous amusait. Exact. Ce qui m'en mettait en joie, parce que c'est là que ça vibre après. Tout à fait. Le commentaire, je te l'ai refait. Attends, je te le refais, vraiment. Bon, t'as ça que je le fais. Il y en a un que je mettrais. Oh là 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 là. Je ferai un petit peu. On joue plusieurs rôles dans notre vie, des rôles qui sont des rôles professionnels, les rôles sociaux. Ce n'est pas toujours simple d'y intégrer notre véritable essence et d'y construire une identité singulière. Comment tu as réussi à intégrer dans ton rôle de scientifique celui d'exploratrice, de conteuse, de femme qui vulgarise pour éclairer? La question, c'est comment j'ai réussi à connecter la scientifique et la conteuse. On va arriver à 13 personnalités. Vraiment là où je vais aller, donc comment justement concilier un petit peu tous ces rôles, toutes ces dimensions de notre personnalité. Moi, dans mon objectif, c'est quand même d'aller toucher une cible et que eux retiennent des choses de ce que je dis. Donc très souvent, je vais être obsédée par l'idée que mon message doit être clair et impacté. Donc je sais que la mémoire est quand même mieux stimulée quand on ressent des émotions. Donc souvent, je me mets à la place de la personne qui écoute mon histoire. Moi, dans mon cas, je veux vraiment créer de l'émerveillement auprès de l'audience pour que à chaque fois qu'elle se dise « Waouh, je savais pas que telle espèce était capable de faire ça », elle ne l'oublie plus jamais. J'adore imaginer les émotions par lesquelles ils vont passer en découvrant effectivement une nouvelle information qu'ils n'avaient pas. Et j'adore aussi l'idée qu'ils puissent à leur tour vouloir la raconter. Les sujets dont je parle sont parfois beaucoup plus intéressants que moi-même. Et quand les gens ont oublié même que c'est moi qui leur avais raconté et se mettent à me raconter une anecdote, c'est que j'ai un peu réussi mon pari. L'émerveillement, c'est vraiment l'émotion que je préfère faire ressentir aux autres. Est-ce qu'il y a un rôle que tu préfères, celui d'exploratrice, de conteuse, de scientifique, de femme qui vulgarise pour éclairer? Le rôle de conteuse, il est assez récent parce que c'est pareil que pour mon nom d'entreprise Ainal Exploratrice, c'est des personnes qui m'ont amené les premiers ce mot. C'est-à-dire, quelqu'un avait dit en me présentant dans un cercle, à l'inauguration d'ailleurs de ce lieu, la Climate House, on devait se faire une description et quelqu'un d'autre devait ensuite nous décrire. Et il y a quelqu'un qui a dit cette phrase, Aïna, je vous la présente, c'est une chercheuse devenue conteuse. Et c'est une des premières fois que je l'ai entendue dans une formule qui était assez poétique. Et spontanément, si tu m'avais mis ce terme-là il y a une dizaine d'années, là où vraiment je me prenais plus au sérieux scientifiquement, je me serais dit, c'est pas sérieux, conteuse. Je suis pas une conteuse, je suis pas là pour lire des histoires pour enfants. Et là, aujourd'hui, je dirais que je vois la vertu que ça peut avoir de raconter des histoires comme une conteuse. C'est que tu immerges et tu embarques un public, tu le plonges dans une histoire et ça ne m'empêche pas de faire passer subtilement des messages scientifiques. C'est tout le défi, c'est pas toujours simple, mais au travers d'un conte, tu as pu glisser 3-4 infos qu'il faut sélectionner de manière bien précise et derrière, quand il y a comme la révélation de qui étaient par exemple les personnages d'un conte et quelles sont les espèces véritables qui se cachent derrière, souvent les personnes ont aussi mieux retenu l'histoire parce qu'en fait, on leur a pas vendu de la science en premier lieu. On leur
avoir à raconter une histoire. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mmh. D'abord raconter une histoire. En fait, c'est celui avec lequel je m'accommode le plus en ce moment. J'essaie de l'explorer plus. Enfin, j'essaie de comprendre en quoi cette facette de conteuse peut être intéressante à laisser s'exprimer. Et celle qui est la plus proche de toi Peut-être l'exploratrice, dans la mesure où c'est pas juste exploratrice du monde, c'est pas qu'une question de voyage que j'aurais pu faire autour de mes sujets de recherche, c'est vraiment d'explorer le monde qui m'entoure, mais sous toutes ses formes. C'est parfois de m'explorer moi-même dans ma façon d'être au monde et tout. Enfin, j'ai l'impression d'être toujours quand même dans une forme de quête et de recherche, et qui est pas, comme j'ai pu sentir à une époque, une fuite en avant, tu sais, où tu es toujours en mouvement pour fuir quelque chose qui est juste devant toi et qui mériterait ton attention. Là, je sens que j'arrive mieux à avoir un point d'ancrage où je sais que je pars de ce socle-là, et je m'autorise régulièrement à faire des explorations sous plusieurs dimensions, en fait. Oui, bah moi j'y vois plutôt la notion de découverte. Donc quand tu découvres, t'enlèves la couverture sur des choses. Donc quelque part, c'est ce que tu fais aussi pour nous. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Bonne analogie. Et je te posais la question du rôle parce qu'en fait, quand on est quelque part dans une prise de parole en public, on incarne un rôle, on choisit d'incarner un rôle. Donc en fait, tu es en train de m'expliquer que en fonction de ce que tu veux faire passer comme message, comment tu veux toucher ton audience, tu vas incarner des rôles différents. Oui, je vais faire appel à des facettes qui me correspondent et qui me ressemblent. Ça m'arrive parfois d'avoir des prises de parole qui sont très second degré, autodérision, sur l'humour, parce que c'est une forme comme une autre pour moi de faire passer un message. Et il y a d'autres fois où je m'autorise de plus en plus à être sur une forme un peu plus sérieuse. Pas sérieuse au sens scientifique, c'est sérieuse au sens, là, c'est un cri du cœur, c'est un message que j'ai envie de faire passer de manière plus adulte et plus mature, sans me moquer de moi-même. Ce qui a fait que pendant très longtemps, j'ai adopté la posture du second degré, c'est que ça me protégeait d'un alors pour qui elle se prend à nous délivrer des vérités comme ça. C'est intéressant ce que tu dis, le pour qui tu te prends ma grande, parce qu'il y a beaucoup de femmes justement qui nous écoutent, qui manquent pas de compétences, qui manquent pas d'expertise, mais qui sont dans cette peur-là du pour qui tu te prends ma grande. Oh bah ça, je pense que ça va être le travail d'une vie. En permanence, j'ai quand même une personne qui me censure et qui régulièrement me regarde un peu avec de l'extérieur. Je dézoome et quelqu'un qui se dit non mais qu'est-ce que tu racontes, pour qui tu te prends, oui, qui es-tu pour toi faire passer ce message-là. Je l'écoute parce que des fois c'est vrai, des fois cette personne a raison. Ce personnage, c'est comme une radio un peu en fond qui est toujours là pour t'auto-critiquer. Je me mets à réfléchir à la place de quelqu'un qui m'observerait, et c'est en voyant que la plupart du temps je me trompe quand même, que les gens ne vont pas penser ce que j'imagine qu'ils pensent de moi, que je dédramatise tout ça. Mais il sera toujours là. Je pense pas qu'un jour je m'en débarrasserai et que je serai complètement affranchie de ce saboteur un peu intérieur qui se demande toujours qui es-tu pour oser t'exprimer sur ce sujet. On n'a pas besoin juste de personnes qui sont experts, on a besoin de personnes expertes, on a besoin de personnes qui savent aussi le transmettre. Et je continue mon analogie, mais tu vois, des gens comme moi, des gens qui ont bercé mon enfance, comme Jamy qui faisait C'est pas sorcier, c'était pas un scientifique quelque part, enfin il n'est pas connu en tout cas pour sa science, et pourtant moi il m'a embarqué et captivé, et je pense pas que beaucoup d'enfants ou d'adultes se soient dit qu'il avait pas son mot à dire. Et qu'il n'était pas crédible. Ni qu'il n'était pas crédible. Quel lien tu fais entre la vulnérabilité et le vivant? C'est-à-dire, enfin, anticipe peut-être ta réponse, mais notre interdépendance au vivant? Ouais, c'est une forme d'humilité. J'ai l'impression que le vivant, alors non pas que le vivant soit humble, mais en tout cas, nous, face à la manière dont le vivant lui-même est capable de traverser des crises, comme nous on le fait, ça me remet toujours à ma place d'espèce parmi les autres. Et là-dessus, je dirais qu'on a vraiment, entre guillemets, pris un mauvais pas quand on a considéré être une espèce hors norme, supérieure, avec une forme de caractère exceptionnel. On est effectivement une espèce incroyable, mais on a réussi le même défi que les autres espèces, à être tous vivants au même moment, là, quand je te parle. C'est-à-dire que toutes les espèces qui t'entourent, animales, végétales, bactériennes, ont réussi ce même challenge que nous, humains, de traverser toutes les crises qui se sont posées sur leur chemin évolutif. Souvent, j'ai le choix entre deux choses. Des personnes qui vont me dire que l'espèce humaine est vraiment supérieure aux autres et particulièrement intelligente par rapport au reste du vivant, et d'autres qui vont nous dénigrer et dire qu'on est une espèce qui est complètement idiote parce qu'elle détruit les autres, etc. Et en fait, moi, je sais que j'appartiens à aucun de ces deux camps-là. J'ai décidé que l'humain n'était ni tout puissant, ni le dernier élève de la classe. Et quelque part, on est juste une espèce comme les autres, avec des grandes qualités, des capacités d'ingéniosité incroyables. Et effectivement, parfois, on a des contradictions qui font que on fait pas du bien à la planète qu'on habite. Donc, ça pose question sur notre capacité à long terme de prendre les bonnes décisions. Mais j'ai jamais envie de dire que l'humain est plus incroyable que les autres espèces ou plus idiot que les autres. L'espèce humaine est juste une espèce
complexe comme toutes les autres, ni supérieure ni inférieure. Est-ce que toi, tu aurais envie de nous partager une expérience où tu t'es sentie particulièrement vulnérable? Qu'est-ce que ça t'a appris? Qu'est-ce que tu en as fait? En soi, le lancement du podcast, j'étais très vulnérable parce que c'était un format qui se faisait selon mes codes plus personnels d'une prise de parole. Les podcasts étaient de 10 minutes et je me permettais de faire des digressions, des blagues au milieu, etc. Donc j'ai eu très peur au début de créer cette sensation de genre mais qu'est-ce qu'elle fait quoi? Elle est partie où? On l'a perdue quoi. Sauf que j'étais adulte, j'avais plus 3-4 ans où c'était complètement accepté de faire des sorties d'autoroute. Là, j'ai eu ce moment où je me suis dit peut-être que tout le monde va me dire j'ai pas compris où tu t'étais embarquée. Et au moment de publier le premier épisode, je me rappelle être très soucieuse du jugement que les gens pourraient avoir de ce format-là. Et en fait, j'ai réalisé que les gens qui sûrement pensaient beaucoup de mal de ce podcast-là ne me le diraient pas forcément parce que qui prendrait vraiment le temps d'aller dire c'est absolument nul ce que tu as produit, et que j'ai plutôt eu des personnes qui avaient envie de me dire pourquoi ça leur avait plu. Donc quelque part, j'étais protégée aussi des potentiels avis négatifs. En tout cas, le moment de publier la première fois mon épisode de podcast, j'ai eu peur quand même que mes proches, tu vois, peut-être me disent bizarre, intéressant mais bizarre ce que tu nous as proposé. Donc finalement, qu'est-ce que tu en as fait? De cette peur ou de cette vulnérabilité, je l'ai pris comme en tout cas, je me suis dit que les gens qui adhéreraient à la manière dont j'avais choisi de le raconter seraient des personnes avec lesquelles j'aurais des choses à faire, des choses à explorer. Et ça, pour le coup, quand j'ai compris ça, que j'allais attirer à moi plus de personnes qui me ressemblent, je trouvais que c'était un risque à prendre. Et quelque part, certainement que j'allais repousser ou écarter d'autres personnes qui seraient pas sensibles à mon message ou à ma manière de le délivrer, mais que c'est peut-être pas des gens avec qui j'aurais envie de travailler. Donc quelque part, ce serait peut-être un mal pour un bien. Ouais, finalement, assumer ton identité pour attirer aussi à toi ceux qui te cherchent, quoi. Et ceux. Exactement, parce que les personnes qui en fait, quand tu prends le parti pris de ne pas avoir une prise de parole lisse, tu t'exposes à plus de dangers qu'à ressenti, mais vraiment tu attires à toi des gens qui naviguent dans les mêmes univers, sont sensibles aux mêmes choses que toi, et ça c'est un vrai cadeau par rapport au risque, enfin au choix intermédiaire, le choix tiède, où quelque part personne ne se sent vraiment concerné par ce que tu dis, ni complètement exclu, et t'as des gens au milieu qui se disent oui, elle a juste parlé d'une plante ou d'un animal comme tout le monde le fait déjà. Ouais, excellent. C'est tout ce que je pense qu'on a besoin d'entendre ici. Effectivement, c'est de porter vraiment là pour le coup ses idées, sa parole, son identité, son message et sans être lisse, en étant qui on a envie d'être, quoi. Oui, et sans rajouter, ceci dit, de l'excentricité. Terme très difficile alors. Non, mais ça fait du sens. Ouais, pour moi, sans rajouter du sensationnel et artificiellement vouloir à tout prix se différencier, d'aller juste chercher en soi ce qui nous fait rire ou ce qui nous a émerveillés ou une forme qui nous semble être la plus impactante. Si à nous, elle nous parle, il y a quand même des chances pour qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Tu relis déjà la science et les contes, tu rends l'invisible et donc notamment l'infiniment petit visible. Si tu pouvais relier deux autres mondes aux apparences contraires, si tu pouvais mettre en harmonie deux choses, faire le lien entre deux voix, ça serait quoi? Là, spontanément, je penserais à relier la dimension artistique à la dimension scientifique, mais au sens plus large du terme, c'est-à-dire, par exemple, le théâtre et les sciences sont deux univers que j'ai cultivés de manière très, très séparée. Pendant très longtemps, c'était deux univers qui parfois étaient presque secrets l'un à l'autre. Je parlais pas de mes collègues, de mes hobbies comme le théâtre d'improvisation, et je ramenais pas ma science à ma troupe d'impro qui, trouvait ça mignon, mais c'était pas leur sujet. Est-ce que j'avais un peu honte d'un univers quand je l'amenais, quand je les faisais coexister? J'avais peur de paraître bizarre à certains de mes pairs, improvisateurs ou scientifiques, là où maintenant je me rends compte que en fait c'est une version complète de moi, les deux existent et je suis pas complètement non plus dissociée. Et les craintes ou les doutes que tu as encore en lien avec ta propre expression, comment tu fais avec ça? J'ai encore des fois un personnage de censeur un peu scientifique, c'est-à-dire que moi j'ai toujours peur de pas être exhaustive, c'est-à-dire que quand tu vulgarises, tu es parfois obligé d'affirmer un fait scientifique pour vite passer au suivant, mais ne pas te perdre en exemple et en exception sur ce que tu es en train d'affirmer. Et ça m'arrive très régulièrement de m'entendre tenter de dire bon, c'est pas tout à fait exact, tous les animaux ne font pas ça, il existe une exception. Sauf qu'en fait, si je le faisais vraiment à chaque fois pour être vraiment irréprochable sur le plan scientifique, je perdrais l'auditeur ou l'audience. Et là-dessus, j'ai une éditrice qui est très bonne là-dessus. Parfois, quand je le fais par écrit, elle me le surligne et elle me dit est-ce que là tu parles au lecteur ou tu parles à ton ancien responsable de service scientifique? Et
souvent la raison. Je suis en train de parler clairement, de mettre une petite subtilité, de rajouter 3 paragraphes inutiles pour pas que quelqu'un me dise c'est pas tout à fait exact et toujours vrai. Et c'est marrant ce que tu dis parce qu'il y a aussi, on pourrait se poser la même chose quand on a ces petites voix intérieures qui viennent nous rabaisser ou nous juger ou nous critiquer dont tu as parlé tout à l'heure, c'est finalement c'est qui me parle quoi. La question que tu soulèves, ou le point que tu soulèves, c'est finalement qui est-ce qui s'exprime en nous Oui, pour nous censurer? exactement. Qu'est-ce qui s'exprime quand je m'auto-censure? Il y a certainement, oui, des remarques que j'ai amplifiées à une époque. Peut-être professeur en sciences qui te disait: «Oui, c'est vrai ce que tu dis, n'oublie pas cependant que» se réexprime à ce moment-là et que quand on me l'a fait remarquer, je me suis dit: «Ah, j'ai peut-être pas été une scientifique, assez complète et précise». Quand tu étudies la biologie et que tu fais, un exposé oral ou tu remplis une copie, on te demande d'être assez précis et de ne jamais dire toujours ou jamais quand il y a des exceptions. Et aujourd'hui, finalement, je préfère entendre une prise de parole, moi, en tant que spectatrice, qui soit pas fausse, mais qui fasse parfois un petit raccourci et au moins j'ai compris vraiment le fond du message, qu'une personne qui a été irréprochable, sur toutes les subtilités et tous les détails de son domaine, mais où elle m'a perdue à la première minute. Moi, en tant qu'audience, j'ai fait mon choix depuis longtemps. Je préfère des personnes qui vont droit au but, qui jamais ne vont me dire de choses fausses, mais ne se perdent pas en détails ou en exception ou en petite subtilité. Ouais, ce que j'entends, c'est que l'idée, c'est pas de faire passer quoi que ce soit en certitude et en vérité, mais on peut quand même dire sa vérité. C'est ça et parfois même le formuler, de le dire, à partir de là, ce que je vais dire, c'est plutôt, c'est une opinion un peu subjective, mais s'autoriser parfois à avoir, on reste quand même derrière des disciplines scientifiques, des humains qui avons un vécu, des perceptions, des interprétations. Le tout, c'est de le dire quand ça m'arrive, quand je sens que je suis vraiment en train d'interpréter, un phénomène dans le vivant, comme je l'ai fait peut-être tout à l'heure sur des animaux et cetera. J'ai juste à préciser que je suis en train d'interpréter et que c'est pas la science qui le dit, mais je m'autorise de plus en plus, ouais. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui se disent oui, mais là, je n'ai pas assez d'expertise sur ce sujet, donc je ne peux pas parler de ça. Ça me semble être périlleux de tout de suite se dire: «OK, alors je vais vouloir paraître très légitime, très intelligente en allant chercher tout de suite le domaine le plus, complexe de mon secteur». Alors que parfois de se mettre en confiance et de rappeler vraiment des basiques de notre domaine, on va rendre service à beaucoup de monde et on va s'enlever ce poids de se dire: «Suis-je la bonne personne pour expliquer ces fondamentaux?» Tu m'as dit que tu adorerais proposer une chronique pour créer un vrai rendez-vous, donc avec un public qui attend la suite. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Nous en dire un peu petit peu. Commence à ressentir le besoin de créer un rendez-vous avec des personnes qui ont une promesse à chaque épisode et qui attendent le suivant. Et des fois, je me dis que ça pourrait aussi passer par un média ou une autorité extérieure qui, elle, te donne rendez-vous tous les mardis matins pour intervenir, donc ne te laisse pas le choix que d'être fidèle au rendez-vous. Donc, mais en tout cas, je ressens de plus en plus ce besoin, après avoir énormément cherché, exploré, essayé, de me dire le moment où j'aurai un format dans lequel je suis comme un poisson dans l'eau, continuer à me challenger sur d'autres domaines de vie, mais l'étirer. Et en fait, ça réveille en moi le public que j'étais petite, c'est-à-dire que j'adorais les rendez-vous, j'adorais me mettre devant C'est pas sorcier, Il était une fois la vie, E égale M6, et j'attendais avec impatience le jour où le programme passait et l'heure à laquelle il était diffusé. Et ça m'a vraiment donné une forme de fidélité à ces programmes-là. Plus les femmes prendront la parole en sciences, plus les petites filles, puisque ça a vraiment été mon cas, les entendront, les verront et se diront: «OK, je peux le faire à mon tour». On a quand même besoin d'avoir des femmes qui font à leur tour pour se dire si elle le fait, je peux le faire. Je n'aspire pas à être inspirante en tout cas, mais si quelqu'un me dit que ça l'a inspiré cette partie de mon podcast ou cette partie de ma prise de parole ou d'un livre, là je l'entends. Mais d'être inspirante, c'est comme un adjectif, Une injonction. une injonction. Ou des fois, moi, je sais OK que j'inspire personne, mais qu'il y ait quelque chose qui soit sorti de moi qui était assez vrai et sincère, et que ça inspire ou pas, ça sera pas le sujet au moment où je le raconte en tout cas. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que pourtant, moi, c'est un mot avec lequel je suis à l'aise, mais je suis tout à fait d'accord avec toi dans l'idée. Mais ça veut dire qu'en fait, ce que j'aime, ce que je retiens, c'est il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Oui, c'est quelque chose qui t'appartiendra plus Voilà. et c'est plutôt une bonne nouvelle, sans tomber dans une forme de manquer de pudeur. Je trouve que ce qu'on est prêt à sortir et à délivrer à l'autre, oui, parfois c'est un cri du cœur et c'est ceux qui peuvent être les plus impactants. Et le concept de l'inspiration est très beau. Je crois que c'est très précis le moment où il me hérisse le poil, c'est quand on va me dire: «Ah là là, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez une prise de parole inspirante». Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas d'avance être inspirante. Je sais pas d'avance être drôle. Je sais pas.
Enfin, en fait, de toute façon, quand on me demande d'avance quelque chose de très aussi précis que ça, souvent, moi, ça me met une pression là où, en fait, juste me contenter d'être et d'être sincère avec un micro et de raconter des choses, parfois, ça suffit. Mais si à l'avance, je vais être drôle ou inspirante, c'est, je crois, le meilleur moyen pour que je le sois pas. Si tu pouvais avoir une conversation avec n'importe quel animal, lequel choisirais-tu et qu'est-ce que tu lui demanderais? Un orang-outan et je lui demanderais qu'est-ce que je peux faire pour toi. Et pourquoi? Pour savoir peut-être lui dans son existence animale, qu'est-ce qui l'effraie le plus aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la déforestation? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait trop d'humains qui soient proches de lui? Comprendre quelque part dans l'existence de cet animal, qu'est-ce qui pourrait lui faire du bien? Si tu devais choisir un super pouvoir inspiré de la nature, lequel ce serait? La régénération tu perds un membre et il repousse. Si tu pouvais voyager dans le temps pour observer une époque de la biodiversité, laquelle choisirais-tu? Sans aucune hésitation, le Jurassique. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille passionnée par les sciences naturelles et qui souhaiterait suivre tes pas? De s'amuser sur le chemin. En plus, les études en biologie, c'est assez exigeant parce qu'en fait, il y a de nombreux étudiants et on ne peut pas trouver des métiers à tous ces étudiants. Donc, il y a quelque chose d'un peu ingrat dans ces études, en tout cas universitaires. Donc, de s'amuser sur le chemin, de trouver des sujets qui les intéressent plus que les autres et de les creuser puisque c'est ceux qu'elles préfèrent pour garder du plaisir. Quel est le plus grand mythe sur la nature que tu aimerais démystifier? Que la nature est parfaite, qu'elle trouve toujours des solutions optimisées. Le vivant comme nous fait des choix, des compromis. Il est loin d'être parfait. Il est juste adapté à la situation dans laquelle il se trouve. Et si tu pouvais passer une journée entière avec un scientifique, ou une, explorateur, exploratrice célèbre, vivant ou décédé, qui ce serait et que ferais-tu? Je pense que ce serait Jane Goodall encore, parce que j'ai pas eu l'occasion de lui poser toutes les questions que j'aurais à lui poser, de comprendre elle à 90 ans comment qu'est-ce qu'elle pourrait me donner comme clé pour que la relève soit assurée par plein d'hommes et de femmes. Et est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Franchement, je crois que tu as bien fait ton travail. Est-ce que tu es déçue si j'ai pas est-ce que c'est comme à la fin d'un entretien, si j'ai pas de questions, ça veut dire que j'ai pas été attentive? Tu sais, on se force toujours à la fin d'un entretien, on se force toujours à dire oui, je voudrais savoir pour cette prise de poste. Et en vrai, C'est pas le moment de demander le salaire. voilà, c'est ça. Vous me dites, c'est combien? C'est payé combien? Vous allez me répondre dans un mois ou demain? Non, franchement, tu as bien fait ton boulot. J'ai l'impression qu'on a pu défricher pas mal de choses différentes. Là, c'est sûrement. Ouais, C'est moi qui avais beaucoup d'attentes. peut-être. Ouais. Aïe, t'es déçue? Non, j'ai adoré. Merci Aïna, Merci à toi. c'était un chouette moment. Est-ce que tu veux souffler la bougie? Aujourd'hui, nous allons fêter un anniversaire. Aïna, est-ce que tu veux bien nous dire en quel honneur? En fait, ça fait 1 an que Aïna l'exploratrice existe, que le nom a été déposé, que cette entreprise existe. Et nous sommes actuellement à la Climate House, l'endroit où j'ai déposé mes cartons et où j'ai emménagé il y a quelques mois. Et demain, je fais un vrai goûter d'anniversaire avec tous mes nouveaux colocataires. Mais comme tu étais là aujourd'hui, le jour même de cette célébration-là, je te propose que nous mangions ce magnifique donut d'anniversaire. 1 an, c'est à la fois rien du tout et comme nos enfants, la première année compte quand même. Pourquoi pas célébrer des choses qu'on a créées aussi et qu'on n'a pas mis dans notre ventre. Je sais pas où je vais là. Je sais pas où je m'embarque. Alors, le donut, on l'a pas mis dans notre vent. Mais en tout cas, Aïna, elle en a beaucoup dans le ventre et beaucoup sous le pied. Et on a un petit dinosaure sous le gâteau. C'est un Donc, crocodile. super contente d'être là pour. C'est un crocodile, je suis la Rolo. Moi, ça fait partie des dinosaures, les Oh crocodiles. là là. Ça t'a pas vécu à l'époque des dinosaures, les crocodiles? Ils ont vécu ensemble, mais Ah les crocodiles ne sont pas des dinosaures. Mais oui, là, je sais. Tu vois, là, je vais faire. Tu vois, c'est lui, là, le saboteur qui dit alors, pas tout à fait, les crocodiles et les dinosaures sont. Et je le déteste, hein, lui, il est dans ma tête. Et mais il est là. Alors, on a un crocodile sous le gâteau, Ouais. qui a vécu à l'époque des dinosaures. Il y avait des Alors, crocodiles à l'époque des dinosaures, exactement. voilà pour le dernier mot. Tu as le dernier mot, tu as raison. On la soupe. On la 1, Un, 2, deux, 3.